Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 144. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier, 1944, non, 2013, et c'est l'épisode 144. Et c'est la guerre. Le premier épisode. Ah bah c'est c'est après les fêtes. Vous avez survécu à la fin du monde. Ah mais non, mais là on est dans un monde post-apocalyptique, donc il faut se battre. Ils nous écoutent en fait avec des petits moteurs. Qui rechargent à la main, tu sais, des petites manivelles, tout ça. Moi je suis fatigué, j'ai tué des loups là ce matin. J'ai trouvé une poubelle remplie de délicieux détritus et les loups te l'ont disputé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une souris morte, c'était. Avec mon arc et mes flèches. Sous une gouttière, sous une tôle. Et là, j'enregistre avec vous, mais il fait froid, j'ai très froid. Ok, donc écoute, on va te réchauffer de notre top 3 des meilleures apps de 2012. On va réfléchir au bon vieux temps où le monde était encore dans la civilisation, en vous parlant donc pour ce premier épisode de 2013 de nos meilleures apps de 2012. Entre parenthèses, on est en vidéo, mais pas tout à fait, parce qu'on enregistre un petit peu avant et on a encore des problèmes avec Skype. Sans doute, est-ce un présage de la fin du monde, mais on espère que... simplement. Oui, la fin de Pardon Skype. Ou de la fin de Skype, Skype, de la fin de simplement. Des corbeaux morts qui s'écrasent dans les routeurs. Exactement. Voilà. Donc, le principe de cette émission un petit peu spéciale pour la première émission de 2013, c'est, comme je le disais, de vous donner nos apps préférées de l'année 2012. Alors, attention, c'est pas forcément exactement les meilleures apps qui sont sorties en 2012, mais c'est vraiment les apps qu'on a préférées, avec une petite préférence pour celles qui étaient nouvelles malgré tout. Donc voilà, c'est le principe assez simple de l'émission qu'on renouvelle tous les ans. Je vous propose de me lancer immédiatement dans le... Voilà, c'est ça, j'attendais. Si ça vous va, si vous n'avez pas de vœux encore à Objection, faire, votre honneur. Non, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Mais bon, on va quand même dire que les fêtes étaient merveilleuses et que, encore une fois, on souhaite à tout le monde une très bonne année 2013. 2013, année de... Démerdez-vous. 2013, année de... Bon, c'est bon. Trapèze. De la fraise. De trapèze, oui. Année de la fraise. Année de la fraise, c'est pas mal aussi. Donc, 2013, année où on revoit les meilleures apps de 2012. Pour ma part, la première app que j'ai sélectionnée, c'est une app dont j'avais évidemment parlé dans l'émission, c'était Pocket. Enfin, c'est Pocket. C'est une app en fait qui vous permet, je résume très très rapidement, d'archiver des pages que vous voulez lire plus tard et qui va les formater d'une manière beaucoup plus lisible. Donc ça sert en fait d'un mélange entre favoris temporaires et lecteurs. Et comme je le disais dans mon test, c'est vraiment une app qui a transformé la manière dont j'utilise mon iPad. Je m'en sers tous les jours. Elle est hyper pratique. Et le plus étrange, c'est qu'elle existait déjà sous le nom de Read It Later et que sous ce format Read It Later, qui était designé différemment, elle m'avait pas énormément plu. Et là, un simple redesign, là, véritablement, m'a donné une image totalement différente et une utilisation totalement différente de l'app. Donc, c'est une app gratuite. C'est un gros redesign, hein. C'est vrai. Mais je veux dire, les fonctionnalités sont pas foncièrement très différentes. Tu vois, c'est vraiment le fonctionnement, le design de l'app qui a été changé de manière assez drastique, mais tout de même. Donc voilà, Pocket, première app, mon app préférée de 2012. Deuxième, c'est un petit peu un ensemble, c'est une sorte de prix collectif décerné aux efforts de Google dans leur ensemble. Parce que c'est vrai que toutes les apps de Google dans les derniers mois et jusque dans les dernières semaines de 2012 ont été entièrement revues.
sans doute avec l'aide des designers de Milk, cette boîte qui a été rachetée, dont faisait partie Kevin Rose et qui était pleine de designers assez doués. Donc, toutes les apps ont été revues et les fonctionnalités ont été revues en partie. On a beaucoup parlé de l'app de recherche dont Jérôme avait fait un test qui est super, super bien foutu, mais j'ai aussi parlé de Drive, Jérôme a parlé de Maps, j'ai pas parlé de Chrome, mais elle est aussi très, très bien. L'authentificateur, j'en avais parlé. YouTube, on en a parlé, elle a été refaite. Google+, ça va. Elle est moins mauvaise qu'au début, mais c'est pas non plus ma plus grande passion. L'app Gmail est pas mal aussi. Il y a des problèmes liés au système d'iOS, notamment le fait qu'elle ne télécharge pas les nouveaux messages en tâche de fond parce que iOS la laisse pas le faire. Donc on a les notifications, mais par exemple, il y a des petits soucis du genre, si j'ai une notification d'un nouveau mail et que je vais sur mon ordinateur lire ce mail, eh ben la notification ne disparaît pas de l'écran d'accueil de l'iPhone. Donc c'est pas encore parfait, mais Gmail, que j'adorais pas à l'époque, est devenu plus qu'utilisable et il est devenu pas mal du tout. Donc bref, les services de Google, les apps de Google dans leur ensemble, moi je me suis fait un répertoire Google carrément sur mon écran d'accueil et j'ai toutes les apps de Google que je me mets à utiliser pas mal. J'ai même pas parlé de Capture qui est sorti à la fin de l'année, mais celle-là aussi elle est sympa pour mettre des vidéos facilement sur YouTube. Même si moi je m'en sers pas, j'avoue qu'elle est très bien faite. Bref, Google, deuxième place de mon top 3. Et troisième place, c'est une app qui n'en est pas une, qui est la fonction panorama de l'appareil photo. On avait le droit de faire ça. Écoute, le truc, c'est que ça a remplacé une app que j'utilisais beaucoup, qui était, comment elle s'appelait, je sais plus, Pano, voilà. C'était Pano dont je me servais beaucoup, tu vois, dès que j'avais un paysage un petit peu joli, je me servais de Pano pour faire mes photos panoramiques. Et l'app la fonctionnalité d'Apple est tellement simple et tellement bien foutue et tellement efficace que, à mon sens, elle mérite vraiment de figurer dans le top 3, enfin dans mon top 3, parce que c'est une merveille. Alors là où Apple a eu des déboires vraiment mérités dans le domaine du design et dans le domaine des apps avec iOS 6, ça c'est le point lumineux et brillant qui ressort d'un océan de médiocrité et il mérite vraiment d'être mentionné parce que si vous ne l'avez pas essayé, il faut vraiment y jeter un coup d'œil. Elle est magnifiquement faite. Moi, j'ai été émerveillé par. Bon, alors évidemment, c'est qu'une app c'est qu'une fonction panorama. Hein, ça transforme pas non plus le téléphone, mais dans son domaine, elle est excellente. J'aurais dû parler de la touche raccrochée. Oui. C'est ce que je me disais aussi. De la touche raccrochée du téléphone. Non, mais franchement, vous l'avez essayé, la fonction panorama d'iOS 6 ? Oui. Et tu la trouves pas vraiment excellente ? Elle est très bien, mais tu vois, ce que tu as sous Android, sur la dernière version, ou même là sur les Nokia Lumia, avec toutes les fonctions intelligentes qu'ont ajouté Nokia, avec justement le panorama et tout ça, et je la trouve pas mieux, en fait. Elle est bien faite, écoute, mais je la trouve pas plus facile à utiliser que les autres, en fait, tu vois, par exemple. La fonction panorama des Nokia, je les connais pas, donc je pourrais pas en parler. Celle d'Android, c'est le truc 360, machin, j'avoue que ça me plaît pas vraiment parce que du coup, tu dois prendre plein de photos et puis c'est pas exploitable facilement, machin. Là, c'est juste, tu vois, en 10 secondes, tu as fait ton panorama et c'est juste une photo panorama. Et non, mais il y a Sphère, mais il y a aussi des panoramas hein, sur Android, il y a les deux. Hein. Ouais. T'as pas eu des problèmes, Patrick, de rebouclage moi, j'ai des panoramas où il y a des trous noirs, justement. C'est vrai ? Ouais, non, mais ça fait la même chose sous Photoshop quand tu fais un panorama en prenant plusieurs photos. Quand ça reboucle pas bien, du coup, tu es obligé de recadrer derrière ton panorama pour qu'il soit exploitable. J'ai eu 2-3 bugs quand même, moi. D'accord. Bon, écoute, moi, mon expérience a vraiment été mais surtout, je compare aux autres apps de panorama que j'avais sur iPhone, qui étaient très bien. Et là, c'est intégré. Ouais. Non, c'est plus que juste l'intégration. Hein. C'est vraiment qu'elle est meilleure, à mon sens. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, Cédric, tes 3 apps. Ouais, alors moi je vais commencer par la première qui est une application qui permet de tweeter. Alors c'est bête à dire, mais il y a un client Twitter officiel qui existe sur Windows Phone, mais
entre nous, il est pas ultra efficace. Alors, il y a les notifications, il y a deux, trois trucs sympas comme ça, tu vois, mais c'est pas non plus transcendant. Et là, j'ai découvert, en fait, pour moi, ce qui devrait être l'application Twitter ultime avec le design métro sur Windows Phone. Et je remercie Stéphane Le Boisselier, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Il y a un seul truc que j'aime pas, c'est l'icône qui est pas exceptionnelle. Mais en pratique, donc c'est une application qui permet de tweeter. Voilà, vous allez me dire ok super, qui gère les notifications et ça marche plutôt très bien. Elle a même une fonction sympa de live stream. Donc par exemple, ça s'appelle streaming. Donc si je la lance, ben dès qu'un tweet débarque, boum, il apparaît sur l'écran et ça scrolle automatiquement. Alors, vous allez me dire, ça sert à donc quoi? tu poses ton téléphone sur le bureau. Voilà, et en fait, elle gère les onglets. Donc, par exemple, j'ai un onglet NW Live, et si j'active le streaming dessus, et ben, du coup, dès qu'il y a un tweet qui tombe, je le vois sur mon téléphone en temps réel, donc c'est assez cool. Elle a l'autocomplétion quand vous voulez mentionner quelqu'un. Donc ça aussi, hein, ça y est pas dans l'appli officielle Twitter, c'est dommage. Et alors elle est traduite en français, alors plus ou moins bien. Par exemple, il y a une faute sur sélecter un compte. Hein, voilà, je pense que c'était pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Mais il y a un truc que moi j'adore, c'est quand on compose un tweet, on a la possibilité de programmer l'envoi du tweet dans 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, Ça, j'en rêve. ou carrément définir une date. On peut même y mettre une pièce jointe. Donc ça c'est cool. Et vous avez même une liste qui vous permet de voir tous les tweets que vous avez prévus. Et donc par exemple, je vais livrer un secret, mais pour le rendez-vous tech, j'avais programmé à l'avance 3 tweets différents disant retrouvez-nous dans 1 heure sur le rendez-vous tech, retrouvez-nous dans 15 minutes et venez nous rejoindre sur le live, on y est en ce moment. Je les ai programmés à l'avance et ça a marché, mais à la minute près quoi. Donc ça s'appelle MeTweets. J'aimerais vraiment ça. Ça s'appelle Il n'y a MeTweets. pas ça, Patrick, sur iOS. Il n'y a pas un truc qui permet de programmer ses tweets. Il y a Hootsuite, qui est un truc de gestion, de co-gestion de Twitter, qui marche pas mal. Hootsuite. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est pas un client simple. C'est un truc qui gère plusieurs réseaux sociaux, etc. Ouais, et on peut avoir plusieurs comptes aussi, hein, évidemment. Et elle est intégrée dans la fonction partage aussi de Windows Phone. Donc, si vous êtes dans votre album photo, si vous faites partager, ben, vous avez MeTweets qui apparaît, vous pouvez l'utiliser en fait. Bref, l'appli ultime de Twitter que j'ai trouvée sur Windows Phone, et en plus elle est belle. Tiens, pardon, je t'interromps juste une seconde pour dire que les apps dont j'ai parlé, elles sont toutes gratuites. Et toi, MeTweets, moi je fais dans le payant. 1,49 €. Ouais, je fais dans le payant. Comme les API Twitter sont... Enfin, maintenant, tu sais, il y a une limitation qui a sauté, ou plutôt qui est arrivée, et qui fait 100 000 que... utilisateurs par... Voilà. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire des versions, entre guillemets, payantes pour éviter ce qui est arrivé à d'autres développeurs, c'est-à-dire se retrouver complètement submergés et plus pouvoir gérer le nombre de personnes qui ont soit acheté, soit téléchargé l'app et de prendre des sales notes, puisqu'on dit que l'application ne marche pas, mais en fait, c'est pas tout à fait de leur faute. Un peu, mais pas trop. L'application suivante, pour moi, alors c'est une appli dont j'avais parlé en très mal, parce qu'elle n'était pas bonne du tout. Elle s'appelle Podcatcher. C'est une application pour télécharger des podcasts, parce que merci Microsoft de toujours pas intégrer les podcasts pour l'Europe, bande de salauds. Mais Podcatcher donc va permettre de combler ce manque. Elle avait une interface qui était vraiment pas terrible. Elle gérait pas bien les podcasts vidéo et puis elle buguait tout le temps. Elle a été complètement revue. Alors c'est pas transcendant, mais déjà ça respecte le design métro, donc c'est au moins la moindre des choses. Elle utilise Gpodder en base de données, donc on y retrouve tous les podcasts de NoWatch. Elle gère le téléchargement ou le streaming, et on peut s'abonner à un flux, donc pour la faire apparaître dans ses favoris, et on peut même lui demander de faire un auto-update, donc s'il y a un nouvel épisode, il le télécharge en tâche de fond. Donc les fonctions de base, mais il est fait très bien. J'ai juste un problème, c'est avec le flux de Will & Co, où je sais pas pourquoi il gère pas les accents que sur son flux RSS à lui. Donc il faudra c'est à cause de l'Alsace, ça. Je pense, ouais. Mais bref, elle marche franchement super bien, donc je vous la recommande très chaudement. Alors elle vaut 1,49 €, mais si vous êtes un gros consommateur de podcasts, vous pouvez foncer dessus les yeux fermés, quoi. Donc, tu disais qu'il y avait, enfin, je sais qu'il y a une app qui s'appelle Podcatcher sur iOS, mais c'est pas la même, c'est ça? Je pense pas, non. D'accord. Non, c'est iCatcher sur iOS, non? Non, il y a Podcatcher. Il y a Podcatcher aussi. Je pense pas que ce soit la même. Mais vous avez toutes les fonctions de base qu'on lui demande sans fioriture. Et très franchement, elle est hyper efficace. Ah oui, elle reprend aussi là où vous en étiez arrêté dans la lecture du podcast. Donc c'est toujours cool d'avoir ce petit type de fonction. On va dire que toutes les bases y sont. Et donc je vous la recommande chaudement. La dernière app, c'est une application dont j'avais déjà parlé sur Windows Phone 7. Et là je vais en reparler parce qu'elle a été mise à jour. Et
on sait qu'il n'existe pas d'application YouTube sur Windows Phone. Or, moi, je suis un gros consommateur de vidéos aussi YouTube. MetroTube, elle vaut 99 centimes. Mais là aussi, vous avez une application où vous pouvez vous connecter à votre compte, gérer vos favoris et tout. Pareil, interface métro respectée à la lettre. Ils ont même permis des petits trucs, des petites fioritures un peu sympas, mais vraiment, vraiment, vraiment un exemple aussi de design métro. Un truc qui est assez génial, c'est qu'on peut télécharger les vidéos, les précharger, en fait les télécharger, comme ça on peut les consulter offline. C'est vachement bien ça. Et ouais, et ça pour moi c'est la fonction qui tue. C'est Mais je me demande si Google autorise ce genre de choses, hein. À mon avis, je sais pas, hyper, elle y est depuis toujours hein, cette fonction sur MetroTube. D'accord. Donc, je sais pas comment est-ce qu'il procède, mais voilà. Un truc qui est assez génial, c'est quand on clique sur une vidéo. Alors là, si vous voulez aller le voir, il est dans mes captures d'écran, mais Ah, mais je suis bête, peut-être qu'elle la cache simplement. oui, en fait, la elle la met vidéo, en cache. et puis elle l'efface pas. Voilà. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Le truc que j'adore, c'est quand on clique sur une vidéo. Alors là, j'ai fait une capture du test de la surface qu'on avait fait sur No Watch. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez une fiche qui apparaît. Alors allez la voir dans les captures si vous voulez. Chers camarades de podcast. Ouais. Vous avez donc un playing avec la petite vidéo et quand vous cliquez dessus, ça la lance. Vous avez évidemment les nombres de pouces verts, machin, tout ça, les commentaires en dessous. Et si vous regardez le fond, en fait, le fond de la vidéo, il reprend la vignette que l'on a mis. Ça donne un effet, tu sais, de cover art en fond qui est juste top. Je trouve qu'en termes de design, c'est très quali. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Un truc à noter aussi, par exemple, quand on clique sur l'auteur, on retrouve toutes les vidéos relatives, les vidéos que l'auteur a postées. Enfin voilà, c'est une appli YouTube comme on aurait aimé la voir de base dedans et que Google, on le sait, ne la fera jamais. Donc si vous Jamais, peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas au programme tout de suite. Ouais, enfin, ils ont dit qu'ils n'avaient aucun projet pour aucune application sur Windows Phone 8 et Windows 8. Donc, Ouais, ils ont dit ça de Google Maps aussi. je sais pas. Non, je pense vraiment qu'ils veulent embêter Microsoft. Non, c'était pas exactement comme ça, mais Ouais, non, mais tu sais qu'ils avaient pas ça en projet aussi. Mais... le jour où Windows Phone 8 aura une part de marché conséquente, oui, voilà. Pour le moment, on est bien caché, mais on est tranquille entre nous. Ouais. Donc voilà. Ok, et donc celle-là, elle MetroTube 99 centimes. Ouais. J'ai fait que dans le payant, mais franchement, ça vaut le coup. Ça marche. C'est 3 apps pour moi essentielles. Corben, de quoi nous parles-tu sur Android? C'est quoi tes 3 meilleures apps de l'année? Déjà l'application plus belle la vie. Non, je plaisante. Je vais partir sur. En fait, moi j'ai saoulé tout le monde cette année avec déjà Feedly. Ah oui. L'application que j'utilise pour suivre mes RSS et donc toute l'actu, qui a un bon petit look, un peu comme j'oublie toujours Pocket. cette app. Flipboard. Flipboard, voilà, qui a un bon petit look, un peu Flipboard où on peut tourner les pages, etc. Qui permet aussi, enfin, qui est connecté sur Google. Je suis désolé, je commence à être un peu naze ce soir. Qui est connecté sur Google Reader, pardon. Et qui donc permet de mettre en favori certains trucs, de les marquer comme lu, etc. Qui propose aussi une sélection de bouquets, on va dire, un peu comme des chaînes pour la cuisine, BD, voilà, techno, etc. Par rapport à tout ça, et qui existe aussi surtout en version extension pour Firefox, pour Chrome, enfin bref, sur tous les OS, etc. Elle est un peu partout. Donc c'est-à-dire vous pouvez passer de l'une à l'autre indépendamment. Parce que la veille que vous faites sur votre téléphone, après vous l'avez, les synchros sur Google Reader, donc vous la récupérez sur votre appli Firefox, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et moi c'est un truc dont pour un moment j'ai pas trouvé d'équivalent, quoi. Mais pour moi, c'est le meilleur reader que j'ai jamais utilisé. Hein. Ouais, tout OS confondu. Faudrait que j'y rejette un coup d'œil. Et en fait, le truc qui tue, c'est le coup des gestes, quoi. Pour lire un article, tu fais un trait vers le bas, tu utilises 2 doigts pour le mettre avec une étoile. Enfin, j'ai gagné un temps fou avec cette appli. Je la regrette, c'est mon plus gros regret. On gagne vraiment du temps. Et là, en fait, elle existe depuis un moment. Et là, cette année, ils ont vraiment fait, enfin, les dernières, en 2012, ils ont vraiment fait une refonte vraiment sympa. Et j'ai dit un coup d'œil, hein, Patrick, tu verras, ça va. Mais je l'avais regardé, elle m'avait pas convaincu, mais il faudrait que je regarde un petit peu plus. Après, effectivement, par rapport à Flipboard, la différence, c'est que, moi, j'en ai besoin pour sauvegarder des choses, en fait, pour marquer en favori des trucs. Avec Flipboard, je peux pas le faire, par exemple. Non, en fait, moi, j'utilise Reeder, Reeder, toujours depuis. D'accord.
des années. Ah, Pour ça. moi, J'utilise aussi Flipboard pour d'autres choses. Mais... ouais, ben moi aussi j'utilisais Reader, mais quand j'ai utilisé Feedly, la C'est dernière vrai, tu l'as version, ah mais préféré? laisse tomber là. Pour moi, ça a été. Bah, je re-regarderai. Tu peux marquer en plus les C'est articles pas la par mer deux. qui s'ouvre en deux. Pardon? On t'entend pas très très bien encore, Baby. Ça a été la mer qui s'ouvre en deux. J'ai pas entendu. La mer Oh là. qui s'ouvre en deux. Ah oui, oui, d'accord. Alors pourquoi on m'entend pas bien? Je ne sais Mais je pas. sais pas, c'est Skype a priori. T'es dans la Ouais. mouise. Voilà. La mer Ouais. qui s'ouvre en deux, Moïse. Non, j'ai le Music Manager de Google qui s'est mis en marche. Ah, bah, Ah, c'est c'est pour pour Bah ça. voilà. Ça va aller mieux là. Alors la seconde appli que j'ai adorée, c'est Pocket Cast. Hein. Pendant longtemps, j'ai cherché une application pour écouter et gérer mes podcasts sur Android et j'avais jamais trouvé un truc qui me convenait. Donc celle-là est payante, elle coûte 1,99 €. Mais bon, voilà, elle propose tout ce qu'il faut. Hein. C'est un répertoire de podcasts, ça télécharge bien, ça plante pas, ça la lecture, voilà, on peut la mettre en pause, ça reprend direct. Enfin bon, bref, tout, on peut lire en accéléré aussi les choses. On peut stocker les podcasts sur le téléphone ou la carte SD. Enfin bref, plein de petits défauts que d'autres ont. Et là, je lui ai pas trouvé de défaut. Elle est vraiment, vraiment top de chez top. Voilà, je vous la recommande. On peut par exemple programmer des enregistrements, enfin le téléchargement des podcasts uniquement Wi-Fi à certaines heures et pas d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment très personnalisable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et enfin, c'est pour moi la meilleure appli lecture de podcast sur Android. Désolé hein, pour les petits Français qu'on connaît, qui développent des petites applis Oui, aussi, Podcast Addict. là-dessus. Je les ai testés, hein, mais vraiment, ouais, j'ai essayé, mais bon, j'ai jamais été convaincu par tout ça. Et celle-là, c'est vraiment le top pour moi. Voilà. Et le dernier, voilà, c'est pareil, j'ai bassiné tout le monde avec ça. Alors c'est plus une recommandation de sécurité qu'une application, hein, mais ça va de pair. C'est le Google Authenticator. Donc il y en a plein hein, qui existent, il n'y a pas que celle de Google, mais c'est ce qui s'appelle l'authentification en 2 étapes. Qui permet, après un login mot de passe classique, par exemple sur votre compte Gmail, d'avoir un code à taper qui est généré, qui vous est envoyé soit par SMS ou qui est généré par une application. Donc là, en l'occurrence, Google Authenticator, un code unique qui dure 30 secondes ou 60 secondes. Pardon. Et que vous rentrez, voilà, et qui apporte quand même une bonne couche de sécurité à votre compte mail, par exemple, à votre boîte mail. Si par exemple vous faites intercepter votre mot de passe ou ce genre de choses, il faudra que la personne vous vole en plus votre téléphone. Enfin bon, ça commence à compliquer un peu les choses. Et ce qui est bien, c'est que ce principe, ça s'étend à plein d'autres trucs autres que Gmail, donc par exemple Dropbox ou même votre WordPress. Hein, si vous avez un blog, il y a des plugins qui existent pour ajouter ce niveau de sécurité. Ça fonctionne aussi avec votre serveur SSH. Enfin bref, il y a plein de voilà, c'est un truc qui est enfin qui est documenté et libre, hein, donc ça peut s'implémenter sur tout un tas de trucs. Moi, j'ai effectivement commencé à utiliser l'authenticateur de Google cette année et j'enjoins tout le monde à faire de même. Et c'est vraiment le moyen de se sécuriser ses comptes. Et en plus, des trucs comme Dropbox peuvent l'utiliser aussi. Donc Ouais. tu sécurises aussi Moi, ton je l'ai sur Dropbox. Dropbox, c'est vachement bien. Facebook, enfin partout où je peux le mettre, je le mets. C'est pas si chiant que ça. On peut- Facebook, tu peux activer l'authenticateur Google? Non, tu utilises celui de Facebook où tu reçois un Ah oui, SMS en c'est ça. fait. Dès que tu. Oui, c'est ça, ouais, c'est SMS. Ouais. Ouais. Et oui, je disais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si contraignant que ça. C'est-à-dire que effectivement, la première connexion, il vous demande le code, mais après, il y a la petite case à cocher qui dit se Souvenez-vous, souvenir ouais. mon ordinateur pendant X temps. Donc, Ouais, disons que pour les services, pour maintenant, les services commencent à avoir implémenté ça partout, mais il y avait beaucoup d'apps et de trucs comme ça qui ne l'avaient pas encore implémenté. Du coup, il faut que tu te fasses un mot de passe unique. Enfin, c'est un peu oui. pénible. Mais ça évolue, ça change. Donc voilà, pour moi, c'est les trois applis qui valent le coup, Feedly, Pocket Cast et Google Authenticator. Super, merci Corben. Et enfin, pour conclure en beauté, Jérôme. Eh ben moi, les applis de l'année, d'abord, c'est un peu la même chose que toi, Patrick, d'une manière générale, mais plus spécifiquement sur Maps.
et sur le search de Google. J'étais assez épaté du travail de Google, en tout cas sur iOS. Je connais pas bien, mais je crois que c'est à peu près équivalent sur les autres plateformes. Il y a un vrai effort qui est fait dans le design des apps, et plus qu'un effort, je trouve qu'ils sont en train de montrer la voie de ce que c'est qu'une app moderne, et qui exploite, qui va beaucoup plus loin que le touch. Il y a un bouton et puis j'appuie. On sent ça devient des interfaces à part entière, le touch, et pas une reproduction du point and click, de comment on a utilisé des ordinateurs pendant tant et tant d'années. Et voilà, j'ai adoré Google Maps et Search. Il y a quelqu'un qui disait, il y a quelques semaines, je ne sais plus si on en avait parlé, mais qui disait que Google s'améliore en design plus vite que Apple ne s'améliore en web. Ouais. Et Oui, je c'est trouve clair. que c'était une analyse très très juste, quoi. Google est en train de gagner du terrain sur le domaine sur lequel il était un peu en retard, et Apple ne rattrape pas son retard aussi vite. Donc, Et moi, je sais que mon iPhone, petit à petit, et je pense que toi, Patrick, c'est pareil, s'androise d'une certaine façon, parce que j'utilise de plus en plus les applis Google qui fonctionnent parfaitement, à part le manque d'intégration à l'OS, mais c'est de plus en plus contourné, puisque les apps communiquent maintenant entre elles. Voilà, tu passes de Google Maps à Google Earth. Donc voilà, je commence à avoir une interface très Google finalement. Et j'en suis très content. Hein. Moi, je me bats pas pour une Ça doit chapelle. faire mal Je me bats pour avoir les meilleures apps possibles, quoi. Ça doit faire mal aux puristes, non, un peu. Mais non, je pense peut-être, pas. mais Mais tu sais, c'est pour ça que je précise que moi, je suis pas un amoureux d'iOS ou d'Apple. Je suis amoureux d'avoir des bonnes apps, et qu'elles soient Google ou de chez Tartampion, tant mieux, quoi. en Euh, plus, faut avouer que les technophiles que nous sommes sont souvent dans l'univers Google, comme on dit régulièrement. On est vraiment dans l'univers Google parce qu'on utilise Gmail, le calendrier, les apps, enfin les documents, etc. Moi, sur mon ordinateur, sous Windows, je n'utilise que Chrome comme navigateur. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir cet aspect de l'intégration qu'on peut retrouver au moins en partie sur iOS. Et oui, effectivement, moi, je dirais pas qu'il s'androidifie mon iPhone, mais par contre, il se Googleifie. Là, ces oui, derniers mois, ça a été clair. Mais oui, oui. enfin, pour revenir juste sur les interfaces en général de Google, il y a, enfin, tu vois, j'aurais bien imaginé cette interface-là comme l'interface de base de l'OS, alors que ce soit Android ou iOS, mais je l'aurais bien vu chez iOS parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs assez proches de ce que fait iOS sur les fonds, sur ce genre de choses, avec des textures légères, hein, et au final, tu vois, alors Android à part dans la dernière version, et encore tout n'a pas switché sous ce design-là. Donc, si tu veux, pour moi c'est l'exemple typique de ce qu'aurait pu être Android et dans sa version 4 quand ils l'ont annoncé, Hmm. plutôt qu'un truc encore un peu trop hybride. Tu vois, il y a des Ah, peut-être applications pour qui la l'ont, version d'autres l'ont. 5. Ouais, alors la version 5, si ça ressemble à ça, même moi ça me fait réfléchir, hein, je vous le dis de suite. Ah non, non, mais c'est clair. Et Ouais, ouais. moi, j'espère pour Apple et iOS qu'ils vont aller dans ce sens-là et dans une refonte de l'OS et aller dans ce sens-là parce que tu vois l'interface de Google Maps, ça se marie très très bien avec le design externe d'un iPhone qui est très chouette. Et Ouais, tu as c'est vrai. vraiment l'impression d'avoir un autre device dans les mains que ce que tu avais autrefois, quoi. Ah, peut-être que Johnny Ive, qui est maintenant en charge des interfaces aussi, va transformer tout ça. Ouais, je pense que beaucoup de développeurs doivent regarder ce que fait Google et j'espère vont s'inspirer pour le design de leur app, qui demande un tout petit degré d'apprentissage, 5 minutes de prise en main, parce que l'interface disparaît beaucoup par rapport au Mm, contenu. Mais une fois que tu l'as en main, elles sont super pratiques et beaucoup plus rapides que il y a un bouton pour chaque action, quoi. c'est vrai. Ma deuxième app, alors c'est vrai que c'est une utilisation de l'iPad qui est devenue majeure pour moi. La prise de notes, je vous ai bassiné toute l'année avec mes tests d'app de prise de notes. Mon dévolu s'est porté finalement sur Notability, qui est pas la plus jolie, hein, c'est un peu la lettre de la classe, mais très efficace et en tout cas moi me convient très très bien.
Elle a un avantage en ce moment, elle est très peu chère, elle est à 1,79 €. J'espère que ça sera encore d'actualité quand vous entendrez ce podcast. Mais je prends toutes mes notes dessus. Je n'ai pas acheté un cahier Rhodia depuis 1 an. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de notes à prendre avec le boulot que j'ai. Et là, avec un stylet, j'imagine, pas avec le stylet bambou. Alors, l'écriture est pas top, mais de toute façon, j'ai toujours écrit comme un médecin. Donc, de toute façon, je suis lisible. J'aimerais, là c'est mon rêve et c'est pour ça que je regarde beaucoup de ce qui se passe du côté de Microsoft, avoir une tablette avec un vrai stylet maintenant pour pouvoir utiliser principalement cette fonction-là. C'est pas encore le cas sur iOS. Je rêve qu'Apple sorte une tablette avec un double système comme Microsoft pour pouvoir continuer à utiliser Notability parce que je la trouve vraiment très bien, hautement paramétrable, franchement laide. Voilà pour la résumer, mais franchement très bien. Et juste un truc, tu parlais de Microsoft, un truc qui est assez exceptionnel, c'est la reconnaissance d'écriture. On en avait parlé pendant les émissions de le web. Tombé sur le cul quand et du coup, tu pourrais convertir toutes tes notes en notes tapées. Mais même au-delà même de les convertir en notes tapées, ça permet de les indexer. Oui, complètement. Et donc de retrouver, comme dans n'importe quel index, tes informations dans les notes que tu as manuscrites. Et avec mon écriture de médecin cochon, ça marche. Il y arrive quand même, ça marche. C'est vrai que ça, c'est un truc... Je crois que Corben s'est tiré une balle. Ah non, d'accord. J'ai cru entendre la douille qui tombait sur le sol. C'est pas faux. C'est pas loin de ça. Hein. C'est un bout de tournevis. Non, mais c'est vrai qu'on explique pour ceux qui n'ont pas suivi nos épisodes de Le Web. La reconnaissance d'écriture qu'on a testée sur la Surface, enfin sur Windows 8 en fait, et dont Cédric nous a dit qu'elle était déjà comme ça sous Windows 7, mais bon, personne s'en servait parce qu'il n'y avait pas autant de touch. Ouais, complètement. Elle est, mais franchement, hallucinante. Hallucinante. C'est vraiment, ça marche hyper bien et tu peux écrire comme un cochon. Moi, j'ai fait des tests, mais exprès, j'écrivais avec le doigt n'importe comment et il reconnaissait hyper bien. Enfin, c'est incroyable. Non, Moi, très effectivement, bluffant, c'est, enfin, si ça, comment dire. Enfin, c'est super bien fait et c'est séduisant et moi, ça m'intéresse aussi. Et pour la parenthèse encore, je sais pas si ça y est sous Windows 8, il faudrait que je vérifie, mais il y avait une application qui s'appelait Journal, qui était livrée avec l'OS, avec Windows, sous XP en tout cas, et je crois sous 7. Et c'était une application justement qui t'affiche différents types de papier. Et en haut, tu avais un encart du papier où tu écrivais le titre. Et en fait, c'était le titre du document. Donc ça nommait le document avec ce que tu avais écrit dans cette zone-là. Il y avait différents types de papier, du papier millimétré, il y avait vraiment tout un tas de trucs. Ça y a dans Notability. En plus, dans Notability, il gère très bien le remplissage des PDF. Je n'imprime plus aucun PDF administratif. Voilà. Je les signe, je les renvoie direct. Et ça aussi, c'est une utilisation géniale d'une tablette, quoi. Voilà, donc enfin bref, on va pas faire 107 ans dessus, mais je pense que tu vois, ça fait partie des pistes qui n'ont pas été assez explorées par les différentes marques, la reconnaissance d'écriture. Oui. Sur les tablettes, en tout cas. Non, avec ce qu'on a vu sur la Surface, ça va changer peut-être certaines choses. J'imagine que certains vont se poser la question. Ouais, peut-être que la Surface Pro, qui est celle qui a ces deux systèmes, je ne sais pas quelle influence ça a sur l'épaisseur. Il n'y a pas qu'elle. Il y a pas qu'elle. Il y a Asus. l'Asus VivoTab qui fait 9 mm d'épaisseur. Super fine, elle a justement la dalle Wacom et tout ça. Il y a une tablette Samsung aussi qui sort le 24 décembre d'ailleurs, ou qui est sortie le 24 décembre, qui justement intègre aussi ce double système, le même Wacom avec la même précision. Il y a la Sony aussi qui nous ont montré à le web, qui est vachement bien. En fait, la Sony. Tous l'intègrent parce que le driver est sorti. On espère en tout cas que c'est très bien de contrôler un iPad avec le doigt, lancer des icônes et des apps, mais c'est vrai qu'on a envie d'un vrai stylet pour dessiner et écrire, et c'est une fonction essentielle dans le business. Taper sur son écran, c'est absolument pas convivial en réunion. Prendre des notes, c'est indispensable. Donc, on en a besoin quand on travaille. Ma dernière app, je vais faire vite, Caméra Plus. Alors, elle date pas de 2012, elle n'est pas nouvelle, mais le fait qu'ils aient créé un véritable écosystème de développement de photos, comme j'appelle, entre l'iPhone et l'iPad, avec des fonctions différentes entre l'iPhone et l'iPad, quand on a les deux, crée, en tout cas pour moi, une vraie chambre de développement. Et j'apprécie énormément l'expérience. Et surtout, ça m'évite d'avoir trop de photos déchets sur mon iPhone quand je synchronise ou avec mon flux de photos.
Je deviens beaucoup plus sélectif et du coup, je me prive pas pour shooter énormément de photos et faire le tri après quand je suis tranquille chez moi pour en garder qu'une ou deux vraiment intéressantes. Au lieu de me retrouver avec des flux de photos à gérer qui font perdre du temps. Vraiment, Caméra Plus, c'est très très bien ce qu'ils font. L'appli vaut pour celle de l'iPad 99 centimes. Non, 99 centimes pour l'iPad et 89 centimes Mais pour l'iPhone. ça me paraît bizarre. Hein. Je crois pas que ça soit possible d'avoir 99 centimes sur iPhone. Tu me mets un doute. Non, sur iPad. Oui, non, mais même non, sur iPad, c'est tu sais, c'est des 89, non, paliers. maintenant. C'est 89 centimes. Alors peut-être que je me suis trompé. Je vérifie. C'est 99 dollars et 89 centimes d'euros. C'est peut-être 30 dollars, effectivement. Donc c'est peut-être 89 centimes par 10 centimes près, on va dire que c'est bon. Je vais regarder pendant qu'on termine l'émission. En moins d'1 euro, je vous confirme ça plus tard. Voilà, c'est à moins d'1 euro. Et ben voilà, j'ai terminé pour mes meilleures apps de 2012. J'ai pas mis de jeu dedans parce que j'ai moins joué cette année. Et je me demandais surtout, Patrick, le jeu qui a fait notre folie à une époque, je sais plus s'il est sorti en 2011 ou en 2012. Hero Academy qui est en 2012, ouais. C'est 2012. Bon, globalement, j'ai trouvé que c'était quand même un des meilleurs jeux qui était sorti en 2012. On est d'accord. Et c'est 89 centimes pour la version iPad et pour la version iPhone. Ok, bon, bah, 1000 erreurs. Enfin, 89 centimes par application. Voilou donc pour nos meilleures apps de 2012. J'espère que ça vous aura inspiré à aller récupérer des trucs auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Oui. Je voulais juste rajouter un truc qui pour moi est l'innovation mobile qui a été absolument majeure cette année en 2012. Les apps coussins péteurs. Pas du tout. C'est Google Now qui pour moi est absolument... Enfin, c'est la quintessence de la définition du smartphone. L'application intelligente qui est capable de prédire ce que tu vas faire. Alors en France, elle marche assez moyennement, mais elle marche quand même. Voilà. Mais alors peut-être chez toi, Corben, mais chez moi, elle marche plutôt bien. J'ai le bus à côté, donc j'ai mes horaires en temps réel et tout un tas de trucs. Le trafic routier, en fonction des recherches que je fais sur Google. En fait, c'est Google Now pour schématiser, c'est tout ce que Google sait sur toi. Ils essaient de l'exploiter dans une application qui va essayer de prédire ce que tu vas faire ou qui va essayer de te renseigner en fonction de ce que tu vas faire comme déplacement. Le contexte, exactement. D'accord. Et pour moi, ça c'est juste fantastique. Et la promesse est quasiment tenue. Je dis quasiment parce qu'il y a encore des choses perfectibles. Mais je trouve que c'est le sens de l'évolution. C'est ce que WebOS nous avait présenté à l'époque, quand tu avais un rendez-vous et qu'il te disait il faut partir maintenant parce qu'il y a un trafic routier hyper important, donc il faut que tu partes maintenant, même si ton rendez-vous il est que dans 1 heure et que tu as mis un rappel 30 minutes avant, tu vois. Donc c'est ça, moi, que j'apprécie. Et je trouve que là, Google a fait un truc qui, pour moi, c'est l'innovation mobile que je rêverais d'avoir sur mon mobile, quoi. Donc, voilà. Écoute, c'est noté, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, on continue, parce que l'épisode n'est pas terminé. Ah bon ? On continue d'une part avec le message du sponsor, et ensuite, on va faire le truc habituel qui est nos prédictions sur les tendances pour l'année 2013, les tendances de la mobilité. Avant ça, donc, le message du sponsor qui est... Et c'est Corben qui va faire le message du sponsor. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Bah non, alors, je peux y aller, moi. Donc, c'est Remix Job, le sponsor. Voilà, c'est Remix Jobs. C'est Corben.info qui sponsorise Remix Jobs et voilà. Alors, c'est donc Corben.info, Remix Jobs et le Fan Shop No Watch. Le Fan Shop No Watch, où vous pouvez encore, pendant quelques jours, allez, une semaine et demie, profiter de l'offre spéciale de Noël. C'est les frais de port qui sont offerts pour 30 € d'achat et plus. Non seulement c'est déjà quelque chose de merveilleux, parce que c'est super de ne pas payer les frais de port, mais en plus, vous pouvez acquérir les gommettes dont on vous a déjà parlé, donc ces petits autocollants avec les logos de toutes les émissions en noir et blanc. Il y a les planches de logo couleur, donc les gommettes coûtent 3 €, les planches de logo couleur coûtent 5 €, et
il y a la planche de No Perso, qui est là aussi conçue par nos amis de Slug Fiction, et pas Slug Fiction, comme j'ai pu le dire à un moment. Et il y a donc des personnages de la culture geek réinterprétés avec l'œil No Watch, et ils sont vraiment super mignons et super sympas. Bien sûr, vous avez aussi les produits classiques du type de l'écusson Magic Eye, donc c'est l'écusson avec l'œil No Watch, le badge. Oui. Et en voyant les personnages, je me suis imaginé l'année prochaine, sur le stand No Watch à Comic Con, des gens cosplayés avec le gros œil, tu sais, et le costume. Ça serait magnifique. Pas Ça. chiche. Ça serait énorme. Ça serait énorme, ouais. Donc bref. Et comptez pas sur moi pour me déguiser. Hein. Mais non, pas de problème, tu verras. Tu vas venir, ça va bien se passer, on va bien s'amuser. On va te déguiser en petite écolière, tu vas voir. Ça va être c'est comique. Non, franchement, je verrais bien. C'est leur Moon, Corben, c'est leur Moon. Attends, moi je verrais bien Corben en Yoda, vu sa carrure, ça serait parfait en termes de taille et tout. En compte de coups. Ah oui, Chewbacca. Bref, il y a toutes sortes de petits goodies super sympas, toujours les planches vinyle déco avec la Hulkette, la fille qui crie là collée sur votre téléphone, ou les grandes versions avec votre ordinateur par exemple, etc., etc. Il y a plein de choses super sympas, et en plus ça nous file, comme vous le savez, un grand coup de main, puisque les sous reviennent directement à NoWatch. Donc allez faire un tour sur le fanshop de nowatch.net et faites-vous plaisir en nous faisant plaisir. Et oui, justement, pour ceux qui viennent de s'acheter un smartphone et qui demandaient à corps et à cri, la petite Hulkette blanche spéciale smartphone est revenue. Elle était en rupture de stock, mais elle est revenue. Et donc, vous pourrez décorer vos nouveaux smartphones que vous avez eus à Noël. C'est cool. Magnifique. Je vais en coller une d'ailleurs sur mon Kindle, je pense. Et Bonne voilà. idée. Yeah. Excellente idée, nous t'encourageons à le faire. D'ailleurs, je sais pas s'il m'en reste une, moi, mini Hulkette. S'il m'en reste une, Non, je crois que t'en as une encore. Mais je crois que j'en avais deux. Mais t'en as volé dans la boutique, toi. Mais non, alors là, non. Moi, voler quelque chose, je dois être le seul à payer mes stickers. Hein? Non, t'es pas le seul. Non, il y a Stéphane aussi. Attends, moi non, j'étais à Comic-Con, j'ai mis l'argent dans la caisse. Et je me suis servi après, et après j'ai repris toute la caisse. J'ai mis 10 € et après j'ai dit tiens, c'est mon porte-monnaie, ça, hop. Bon, bref. Voilà, vous comprenez pourquoi il faut acheter des trucs. Donc, de quoi parlions-nous ? Oui. Notre mini-débat sur... Alors, qui voulait faire ce débat ? C'est moi qui l'ai tapé. On continue dans les prédictions, même les plus folles. Justement, Jérôme, quelles sont tes prédictions dans la mobilité pour l'année 2013 ? Dis-nous tout. Déjà. Je pense déjà à le web, c'est vrai que l'internet par l'objet, je pense que la mobilité ne va pas se réduire à des smartphones et à des tablettes, mais tu as tout un tas de choses qu'on va porter, avoir, des choses qui vont nous envoyer des signaux, du frigidaire jusqu'à votre blouson. Ouais, moi je sens que je vais m'acheter un Fitbit dès qu'il sera disponible en France. Fitbit, moi, je trouve ça sympa. Ah, mais je l'ai vu nulle part, moi, dans Paris, j'ai cherché. Et, Bah, tu le commandes sur Amazon.fr. Faut le commander, ouais. Ah oui, non, mais parce que j'ai un truc, des bons d'achat à la Fnac, je crois, et ils ont encore le vieux, en fait. Sinon, oui, c'est vrai, ils ont encore l'ancien, ils n'ont pas le One, en fait. Ils ont les stocks, ouais. Ça va arriver très vite, dans l'année. Voilà, ça c'est première prédiction. La deuxième, je l'avais déjà dit, mais je pense que ça va être une année peut-être un petit peu difficile pour Apple. Ils ont accumulé certains retards et il y a eu, on va dire, des trébuchages. Mais ça ne veut pas dire que Apple est enterré pour autant, loin de là. Je pense qu'il y a des visions très pessimistes en ce moment sur l'avenir d'Apple, parce que c'est vrai que en tout cas, la bourse a été très instable avec Apple. Ils ont un gros trésor de guerre et ils ont encore de la ressource. Je pense effectivement que la télé, ils ont du mal à la sortir pour d'autres raisons que la technologie, des raisons d'accord. Il n'en faudrait pas beaucoup aujourd'hui pour que l'iPad reprenne, à mon avis, une position assez dominante dans les tablettes, parce que ça reste quand même un device très puissant. Tu peux pas dire qu'elle soit pas dominante, c'est elle qui détient tout le marché. Oui, mais c'est vrai qu'elle est très agressée. Elle est très, l'offensive Google, qui s'est basée sur le prix avec la Nexus 7 et la Nexus 10, taille des croupières dans le marché jusque-là presque inoccupé à part Apple. C'est vrai qu'au niveau de l'iPad, il résiste un petit peu mieux qu'au niveau du téléphone. Parce que les marchés du téléphone sont vraiment passés du côté d'Android. Sur les tablettes, Apple semble résister. Et avec l'iPad mini, ils sont fait une bonne petite entaille aussi.
Ouais. Yves, si tu m'écoutes, ajoute un stylet et puis peut-être un truc pour fermer l'iPad et un peu ce qu'a fait Microsoft, mais moins un truc pour que ça tienne tout seul et qu'on soit pas obligé d'acheter des housses. Il est très joli, hein, ton objet, mais il n'est pas toujours très pratique quand on le sort tout nu Tu le de sa tutoies, boîte. toi? Ouais, moi, tu sais, D'accord, je ok. l'appelle. Souvent, il me donne des conseils et tout. Ok. Voilà, c'est D'accord. un peu mes prédictions. Ça va être une année intéressante, en tout cas. Moi, je Comme regarde chaque de année. très de près ce que fait Microsoft. Oui, mais cette année, elle est spéciale parce que je dirais qu'il y a une redistribution des cartes. Yeah. Il y a des innovations dans tous les sens. Il y a des guerres de standards. Alors, on en Il y a souffre. RIM qui va revenir. Oui. Il y a RIM qui 30 va. janvier, Ouais, est-ce que la c'est pas un peu keynote. trop tard pour le RIM? Je sais pas. Mais bon, on souhaite le meilleur à tout le monde et en tout cas pour nous c'est passionnant et on profite en tant que consommateur de cette guéguerre parce que les Ouais, pas prix ont toujours, hein. tendance à baisser. Non, mais les prix quand même baissent Oui, de oui. manière. Non, non, mais je Voilà. faisais allusion plus au service qui ferme pour embêter le voisin. Et... Oui, ça, par contre, ça va peut-être être la prédiction négative pour 2013. Chacun se Ouais. campe sur des business models. On n'est plus à la recherche d'avoir la plus grande communauté possible. Maintenant, il faut gagner du pognon. Mm. On va dire que la situation se crispe service par service. Ça. Corben, quelles sont tes Oui, bah moi prévisions? je suis pas très bon à ce jeu-là, mais je vais Ah prédire bah, t'inquiète pas, la personne, disparition, hein, la tout le monde a disparition fait. d'Apple et de l'iPad au profit de Microsoft Ah ouais. et de sa Surface Pro peut-être. Non, non, mais sûrement. Je t'envoie un chèque, Manu, bouge pas. Non, 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 mais moi, ce que je vois, c'est que, en parlant un peu autour de moi, monsieur et madame Michu sont plutôt intéressés par la tablette de Microsoft que par un iPad parce ils C'est voient vrai? qu'ils retrouvent, oui, oui, Non, parce c'est qu'ils retrouvent, surprenant. leur Windows chéri, sauf qu'ils peuvent le caler sous la table du salon et se débarrasser de la grosse tour qui traîne et qui prend la poussière, quoi. En gros, c'est Mm. ça, quoi. Donc, à mon avis, ouais, ça a bien marché, ça. Mais après, les prédictions, moi, Ouais, on verra déjà à la fin du monde, tout ça, tu vois. d'accord. Cédric? Alors l'année dernière, je me rappelle, j'avais parlé du NFC. Tu vois? Mais attends, tu vois, qui n'a pas décollé. D'ailleurs, c'était plus un vœu pieux. Je l'avais dit d'ailleurs, Ouais. c'était plus un vœu pieux qu'une réalité. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire la même chose. Les services commencent vraiment à arriver, hein. Les opérateurs poussent bien et tout ça. Vous avez certainement d'ailleurs dans vos mobiles, si vous êtes chez Orange, des cartes SIM déjà compatibles avec le NFC sécurisé et tout ça. C'est en train d'arriver petit à petit. Il y a encore des choses un peu dérangeantes chez les uns et les autres. J'aime bien les accessoires NFC qu'a sorti Nokia. Au final, tu vois, je me disais, ça sert uniquement pour l'appairage. C'est nul, on le fait une fois et ça sert à rien. Dans la pratique, c'est pas tout à fait le cas, puisque j'écoute de la musique sur mon téléphone, je tape la Salali sur mon enceinte et c'est pas juste un appairage et après depuis mon téléphone je dirige le truc quoi. Donc j'aurais presque envie de dire le NFC, mais je vais plutôt dire la 4G. Pour moi, 2013, on le sait, les opérateurs l'ont annoncé, ça va être l'arrivée de la 4G. Pourquoi est-ce que je trouve que ça va changer beaucoup de choses? Bah, tout simplement, quand tu vois le web, je vois qu'avec du dual carrière, j'ai réussi à faire un live sur un Mm. stand dans un salon. Je me dis que avec la 4G, il y a des usages auxquels on ne pensait pas spécialement qui vont émerger. Alors tu me diras, par rapport à la 3G, il y a déjà eu pas mal de choses nouvelles, mais là, je sens qu'avec ces débits-là, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la consommation de médias, dans des services qui vont, qui Appliquer, vont être hyper rapides. On va pouvoir avoir des applications de meilleure qualité ou avec des contenus beaucoup plus lourds, tu vois, des photos haute def, ce genre de choses. et par exemple, cliquer son abonnement ADSL Par pour exemple, passer bah, tu dans vois, full 4G. voilà. Il y a des problèmes de fair use ensuite sur Oui, oui, c'est toujours, qui va pas. voilà, c'est toujours la même Mais question, mais, c'est marrant que mais tu dises ça, Cédric, parce que moi, c'est l'une des choses dont j'avais parlé quand on a fait le rendez-vous tech numéro 100. Mm. Pareil, je disais que la connectivité haut débit sans fil va vraiment changer la manière dont on pense le haut débit, enfin le sans fil plutôt. Mm. Et l'exemple que je prenais, tu me diras s'il te paraît cohérent, c'est ça va être un petit peu le même changement que le passage du RTC à la DSL pour ouais, la c'est ça. connexion filaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est la connexion permanente, hyper rapide, hyper pratique. Oui, c'est ça. Et tu vois, les services tels que Google Search, tu vois, tous ces services Mm. qui sont connectés, qui aujourd'hui, tu vois, par exemple, truc tout bête, Siri.
Oui, ça Siri va fonctionne. accélérer le fonctionnement de Siri. On pourra y faire passer pourquoi pas plus d'infos, mais surtout les réponses seront quasi instantanées. Et du coup, ça va complètement changer la façon dont tu l'utilises. Tu vois, il va pas mouliner pendant 2 heures pour interpréter ce que tu as dit Et des trucs, sur le serveur de des trucs nuances. comme dont on parle souvent, les trucs genre les cartes. Est-ce qu'on peut avoir les cartes offline ou est-ce qu'on peut Voilà. avoir les trucs YouTube? Bon, c'est chiant, ça se télécharge pas. Est-ce qu'on peut le garder offline, tout ça? La question se posera même pas. C'est comme sur ton Exactement. ordinateur. Tu te dis pas est-ce que je peux être sur Google Maps? Est-ce que je peux la télécharger sur l'ordi ou pas? J'espère Tu t'en que, fous. j'espère que Mais ça... même nous, à notre niveau de podcasteur et de faire des émissions, les gens nous téléchargent encore beaucoup pour pouvoir nous suivre en mobilité. Si la 4G d'abord libère un peu les réseaux 3G et Edge dans les villes, peut-être que les gens vont se mettre de plus en plus à streamer aussi les bah oui, émissions, c'est et moins sûr. les télécharger. Ouais. Si c'est fiable et que ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'on ne streame pas en fait. Tu vois? Bah, même sur moi, je suis un vieux con, donc je télécharge encore beaucoup les podcasts vidéo pour les avoir là et faire, tu vois, sur mon ordinateur. Mais concrètement, il n'y a pas énormément d'intérêt à les télécharger, quoi. Tu sais où tu. Moi, tu les c'est prends. tout en stream maintenant. Ouais, chez c'est moi. ça. Le La plupart grand, des gens, le grand gagnant dans l'histoire, ça sera YouTube. Ah bah oui. Avec Oui. les réseaux 4G. Et donc, enfin voilà, moi ce que je prédis vraiment, c'est l'explosion de ça. Et c'est, je sais très bien que ça arrivera, donc c'est même pas une prédiction, tu vois. Et après mon vœu pieux, bah, ça reste toujours mon putain de Le NFC. Mais ouais, mais là, je l'ai encore essayé là avec une Vivotab RT que j'ai à la maison, qui est NFC contrairement à ma Surface. Et transférer sa photo juste en tapant, bah, c'est quand même top, quoi. Enfin, c'est un détail, hein. Je pourrais très bien aller dans un menu et dire envoyer par Bluetooth, aller sur ma Vivotab et dire accepter la connexion et tout ça. Mais putain, là, ça fait partie des choses qui changent la façon dont tu utilises le transfert. Voilà. Tu t'appuies dessus. Et Sophie, à qui j'ai offert un Lumia 820 pour Noël, eh ben, en NFC, on se partage des photos direct comme ça du gamin, ou même des vidéos, même en Full HD. On se les partage comme ça direct, ça établit la connexion et puis basta, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis, une des évolutions probablement majeures, c'est la multiplication des moyens qu'on a de rentrer en activité ou en interactivité avec nos devices. Rien n'est unique. Jusque-là, on avait avec le touch. Maintenant, c'est un mélange de voix, de touch, de NFC, taper les devices entre eux. Donc, de nouveaux moyens de communiquer, même les stylets, nouveaux moyens de rentrer des infos et de communiquer avec nos devices. C'est probablement une évolution. Moi, ça devient mature, donc c'est bien. J'ai l'impression que le NFC, c'est un petit peu la technologie de transition et que pour faire ce que fait le NFC, il y aura d'autres choses. Tu sais, genre, par exemple, quand tu parlais d'échanger des photos, par exemple, le fait d'avoir un flux partagé avec quelqu'un. Ah, mais ça, je l'ai déjà avec SkyDrive et Sophie. Bah, non, mais c'est ça, tu vois, ça remplace un petit peu. C'est pas exactement la même chose. Non, mais voilà, mais tu vois. Je sais pas, j'ai ce sentiment un peu diffus que le NFC, c'est le truc qui va jamais vraiment prendre et que finalement, les utilisations du NFC vont être remplacées par d'autres trucs. Je sais pas, parce que le flux partagé, je l'ai avec Sophie. Mais demain, on est à le web, je prends une photo de toi avec Loïc Lemer et tu veux que je te la file sur ton téléphone, plutôt que t'envoyer un mail ou de le partager dans une Dropbox, je tape mon téléphone sur le tien et boum, t'as la photo. Ouais, quoi. bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et à le web, j'ai changé des cartes de visite comme ça parce que j'en avais plus. C'était trop cool. Non, mais je sais, mais il y a toujours l'exemple du truc super geek où le mec. Tu sais, il y a d'autres technologies un petit peu comme ça qui, sans être caricatural, j'ai l'impression que c'est un petit peu, je sais pas, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est Linux. Tu sais, il y a plein de gens qui disent putain, mais Linux c'est génial. Enfin, qui disaient. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu moins. Tu sais, des gens qui disaient mais Linux, voilà, ça va envahir le monde parce que c'est comme ci, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est ceci et cela. Et finalement, oui, tout ça est vrai. Linux, c'est génial, c'est vachement. Ça a envahi le monde pour les serveurs, mais pour les consommateurs, c'est jamais arrivé à la masse critique, tu vois que. Moi, j'aurais comparé ça avec les connexions infrarouges. Oui, voilà, moi aussi. Oui, voilà, merci. De Palm à super. Palm. J'oublie Linux, c'est ça. Avec le Palm, il fallait bien. Voilà, mais il y a une nuance, c'est que là, en termes de confort d'utilisation, c'est juste pas la même chose. Hein. Non, bien sûr, mais enfin bon, clair. Si tu veux, la technologie est très bonne, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le truc qui va jamais prendre, même s'il est très bien, tu vois, et qui est hyper frustrant parce que, je sais pas, mais peut-être, c'est une impression. Bon, on verra quand l'iPhone 6 l'intégrera. Peut-être. Mais tu sais que c'est exactement ça. Hein. Il suffit que le jour, parce qu'il y a plein d'Android qui l'ont déjà, il y a des Windows Phone. Tous les Windows Phone 8, à part le 8S lent.
Ouais, si l'iPhone l'intègre aussi, c'est terminé. Là, tout le monde va l'utiliser. Mais bon, Déferlante. Mais je sais que les banques et les opérateurs rêveraient que l'iPhone le fasse, parce que eux, leur objectif, c'est ça, c'est le paiement sans fil, c'est ce genre de choses. qui leur Ouais, permet mais de Android stocker est devenu l'argent. plus lourd Exactement. que... Ouais, l'Android est devenu plus lourd que l'iPhone, donc ça En volume, oui, devrait mais c'est pour ça que toutes les banques et tout ça sont en train de sortir, mais sont même sur Windows Phone 8, là, elles sont en train d'arriver. J'ai eu des infos. Et Moi, j'ai, toutes les applis j'ai- bancaires j'ai- vont intégrer le paiement sans fil et tout ça. je vais changer de sujet un peu. J'ai une question pour toi, Cédric, parce que Ouais. c'est un peu toi le grand prêtre des Où tu prédictions parles. 2013. Les Tu prédictions ratées. as dû voir le truc là d'Ubuntu Ouais. sur Android là. Tu y crois à ça? Enfin, tu penses que ça va accrocher un peu l'OS PC, enfin Dans le mobile, l'OS non. En fait, desktop dans le mobile? il y a déjà eu l'expérience avec Motorola qui avait fait ça. Ah bon? Sur un de ces Motorola où tu avais en fait quand tu le branchais à un écran externe, il y avait même un dock sur lequel tu branchais un clavier, une souris et un écran externe. Dès que tu mettais ton téléphone dessus, eh ben, tu avais un vrai bureau qui apparaissait sur ton écran et tu avais Firefox, tu naviguais dessus, tu avais tes dossiers, enfin tu retrouvais un bureau. C'était un Linux hein, de toute façon, mais Ouais. un peu modifié par Motorola. Là, le fait que ce soit Ubuntu, why not? Ça va peut-être démocratiser un peu plus le truc et ça va être surtout un OS moins Bah, expliquer ce que c'est customisé. parce que les gens vont Bah, en pas fait, forcément comprendre. l'idée, c'est d'avoir son ordinateur dans son téléphone. Et C'est quand ça. je branche mon téléphone sur une station d'accueil, boum, j'ai mon écran de bureau qui s'allume. Au bureau, j'ai ma souris, mon clavier qui sont connectés dessus. Et en fait, j'ai plus d'unité centrale. L'unité centrale, Comme un c'est mon PC, mobile. quoi. Ouais. C'est ça. Et alors c'est un vœu pieux. Mais Enfin, quand t'es en version téléphone, est-ce que c'est aussi Ubuntu en version non, Non, spéciale c'est ou c'est Android. Android? non, c'est Android. Voilà. Et à mon sens, Mais ils partagent les ce genre dossiers, de hein. choses. Donc les documents sont partagés entre les deux OS, hein. Ouais. Oui, mais à mon avis, ça ne pourra marcher vraiment, et ça va arriver parce que les téléphones sont suffisamment puissants pour ça dans pas si longtemps que ça. Ça ne fonctionnera que le jour où ça sera le même OS. Et c'est là que Mais, ça va être oui. à l'avantage de Windows, Windows. Voilà, Exactement. exactement. C'est-à-dire que le cœur de Windows Phone 8, c'est le même que Windows Ouais. 8. Et c'est le projet. Et ouais, je pense que c'est ça. Et puis, tu vois, moi, j'ai essayé Surface sur mon écran 27 pouces avec une sortie HDMI. J'ai branché un clavier, une souris. Enfin, branché, c'est un bien grand mot puisqu'ils sont Bluetooth. Et ben, j'étais face à un bureau, quoi. Tu vois, j'avais Word, j'avais tous mes trucs. Alors, avec une version pro, t'as encore plus le sentiment que c'est un ordinateur, mais c'est une tablette, c'est pas un téléphone. Le next step, c'est que ça devienne un téléphone plutôt qu'une tablette. Et alors, est-ce que c'est pour 2013? Je crois pas. Non, je pense pas, 2014, 2015, why not? Je pense qu'on Ouais. on aura. En fait, il y avait une société hein, qui avait fait ça, qui rêvait d'avoir un petit terminal que tu glisses dans plein d'autres terminaux et ça devient l'autre objet. Genre, tu le glisses dans ton autoradio et ça devient ton main libre, mais en même temps ton lecteur MP3 dans ta voiture. Quand tu le glissais dans une tablette, ça devenait une tablette. Il y a Asus qui le fait là avec. C'est Asus, oui, c'est Asus. Ouais, mais Avec est-ce le que tu as Padphone. besoin de le glisser maintenant avec toutes les connexions sans fil? Non, non, tu bien l'as sûr. dans ta poche. Non, voilà. mais C'était à l'époque. Voilà, c'était à l'époque. Et là, tu D'accord. vois, je pense que le next step, ça sera quand ça se fera sans fil, quoi. Tu rentres chez toi Et, et boum, c'est connecté. et avant de passer aux prédictions de Patrick, qu'on attend tous, une dernière question pour Cédric, parce que je sais que tu t'y connais bien là-dessus. Moi, j'ai pas fait mon vœu pieux, mais mon vœu pieux, c'est qu'il y ait des putains de batteries qui sortent en 2013. Alors Je oui. trouve que ce qui limite tous nos devices aujourd'hui, Ah, mais complètement. parce qu'on peut avoir de la 4G, regarder des émissions Oui, en 1080, mais si ton truc est vide en allant au métro, tu vas avoir les nerfs. Et je trouve que les téléphones ont des mauvaises autonomies. On aimerait retrouver les autonomies des dumb phones qu'on avait autrefois. Ouais, Ah, mais là, je on suis quitte d'accord. les prédictions et on Alors, fait non. les vœux. Hein. Oui, mais là, en fait, t'as plus ou moins raison. Il y a il y a eu des scientifiques cette année hein, qui ont trouvé un moyen avec du plasma et un plastique de faire des batteries qui triplent ou quadruplent l'autonomie de nos Mais ça, batteries on en a actuelles. tout le temps. Et le problème, c'est que À une nuance près, c'est que là, quand- c'est applicable. Oui, non, mais le problème n'est pas là. Le problème est que quand tu donnes plus d'autonomie à un téléphone, les composants Voilà. deviennent plus gourmands en conséquence. Oui. Et du coup, l'autonomie reste plus ou moins la même. Il y a une sorte d'illusion qui est que les téléphones n'ont pas gagné en autonomie depuis très longtemps. C'est pas vrai du tout. Ils ont gagné énormément alors, en autonomie. Alors, pas Oui, pas- sauf oui, qu'ils mais sont plus non, non, gourmands. les attention, fonctions, bah oui. Là, je suis pas tout à fait d'accord parce que les batteries actuelles, c'est la taille de la batterie qui détermine l'autonomie. C'est pour ça qu'en fait, on a un problème, qui est un problème tout bête,
qui est que si on veut des terminaux avec beaucoup d'autonomie, ils ont des tailles plutôt conséquentes, tu vois. Et s'ils ont des tailles conséquentes, tu vois, un exemple, le Galaxy Note 2, il a une très bonne autonomie, il a une très grosse batterie dedans, et c'est la taille qui fait ça. Il a une très grosse batterie, mais c'est compensé, et c'est là où je te rejoins Patrick, c'est compensé par un écran qui est immense, et donc qui consomme plus. Qui consomme plus, oui. S'ils avaient fait avec la même taille, s'il avait fait avec la même taille d'écran que le S3 par exemple, ben il aurait bien plus d'autonomie, tu vois. Donc. Mais tu sais, essaye de mettre ton iPhone, de décrocher la connexion 3G de ton iPhone, tu vas voir qu'il tient mais des jours et des jours. Oui, non, mais je sais. Mais bon, voilà, on s'est habitué à ces nouvelles fonctions. Oui. Je suis d'accord, hein, ils ont gagné beaucoup en puissance et donc la batterie n'a pas vraiment évolué. Mais j'ai l'impression qu'il y a une dégradation. Non, j'ai l'impression, notamment au niveau des iPhones, il y a une dégradation. Vraiment, je tenais beaucoup plus longtemps avec mon iPhone 4 qu'avec l'iPhone 5. Oui, en fait, là maintenant, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils optimisent la gestion de la batterie et la façon dont les téléphones consomment. La gestion de la batterie, moi, je suis prêt à avoir des téléphones un tout petit peu plus épais, mais qui tiennent vraiment au moins 24 heures, quoi. Voilà. Patrick, tes prédictions. Mes prédictions, je vais juste revenir 2 secondes sur la question du téléphone, de l'ordinateur dans le téléphone. Je me demande si on n'est pas un peu en train de rater l'histoire et que en fait, on n'aurait même plus vraiment besoin d'avoir les données dans notre téléphone et que quand tout sera effectivement en 4G machin, le terminal n'aura plus les données parce que tu seras connecté tout le temps. Donc, ça sera le rêve de Google de tout dans le navigateur. Et voilà, et tu auras ton compte. Tu vois, tu te connectes sur n'importe quel ordinateur avec ton login Windows et voilà, et tes apps seront toutes disponibles partout sans que tu aies besoin d'avoir les données. Oui, mais il y a aussi le côté un peu ordinateur portable parce que là, on travaille avec des portables. Eh ben oui, mais si t'as la 4G partout. Oui, mais c'était l'idée que le téléphone gère le processeur et tout, quoi, en fait, tu vois, et le stockage, ce qui fait que ça réglerait. C'est sûr, mais du coup, t'aurais une coquille vide. En fait. Génériques. Si tu as des ordinateurs génériques, tu n'as même plus besoin d'avoir ça avec toi. Bref. Là, on part dans la science-fiction. Moi, je vais nous ramener sur Terre avec ma prédiction, qui est en fait iPhone 6. même pas vraiment. Ok, mais ça, là, il va absolument gagner. Un iPhone 5S déjà. Un nouvel iPhone. Même pas. Enfin, pas directement en fait. Ce dont je vais parler, c'est un truc beaucoup plus concret qui risque d'arriver assez vite. C'est les prochaines évolutions des processeurs graphiques de nos appareils mobiles. On a il y a quelques jours des données qui ont filtré sur le prochain processeur d'NVIDIA, le Tegra 4, qui aurait, selon les rumeurs, 6 fois plus de coprocesseurs graphiques, enfin de cœurs de processeurs graphiques que le Tegra 3. C'est-à-dire, et les performances seraient en conséquente. Je vais y arriver. En conséquence, à peu près 6 fois plus élevé aussi. Et déjà, on s'extasiait des performances de ces processeurs de cette génération. Ouais. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment arriver à des performances graphiques comparables aux consoles de notre génération actuelle, et peut-être même un petit peu au-dessus, sur nos appareils mobiles. Et là, ça va vraiment... Préciser un truc aussi, c'est 4 fois moins de consommation électrique aussi. Ouais. Sur le Tegra 4. Il y a moins de consommation. Je ne sais pas si c'est 4 fois moins. C'est peut-être 2 fois moins, ou 2 fois et demi, mais je sais que c'est plus de 2 fois en tout cas. Plus de 2 fois, beaucoup moins. Il y a des résolutions hallucinantes gérées. Bref, on commence vraiment à arriver à ce dont on parlait il y a 1 ou 2 ans, qui est nos appareils mobiles vont avoir une puissance de calcul comparable à des appareils vraiment chers et lourds, et ça va être quelque chose qui va, comment dire, à mon avis, influencer la perception qu'on a de ces appareils. Et si un jour on a ces fameuses manettes standardisées dont on rêve tous, ça peut donner des choses très intéressantes. Je pense au mobile, bien sûr, mais Windows, qui, à mon avis, va prendre son envol en 2013, Windows 8, dans une certaine mesure, là aussi, c'est très intéressant parce qu'on pourra avoir des versions assez légères des tablettes Windows qui pourront faire des choses intéressantes au niveau puissance de calcul et donc jeux et tout ça.
Donc bref, voilà ma prévision qui n'en est pas forcément une parce qu'on sait que ça va arriver. Mais Et un vœu pieux, un rêve. euh, mon rêve, ça Un gros serait... les boulis taille humaine. C'est une bonne question, j'y ai pas vraiment pensé. Le fait que iOS évolue d'une manière qui nous faisait autant rêver que iOS au début. Parce que là, c'est clairement plus le cas. Tu vois qu'ils cassent sortent tout, en fait, de leur petite pépéritude, quoi. Ouais. Qu'ils cassent tout et qu'ils Apple te se fassent réveille. Ouais. Non, mais On verra. qu'ils fassent ce qu'ils avaient fait pour le premier iPhone. C'est ça. Ouais. Bref, bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission, n'est-ce Et pas? faim est le mot, car il fait faim. Oui, il fait faim, il fait sommeil, il fait froid avec les loups qui m'attaquent. Et donc, écoutez, on va se dire au revoir et au revoir à nos auditeurs. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le retour des épisodes normaux d'Upload pour l'année 2013. Cuvez bien. Pardon? Cuvez bien. Cuvez bien. Cuvez bien et bonne année. Ciao à tous. Bonne année tout le monde. Ciao, Salut. bonne Ciao. année. Ciao. À la prochaine.